Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver sur Roue Libre. Alors, on va encore passer par visio, mais on vous le promet, dans quelques temps, en tout cas, on l'espère, on va se pouvoir se retrouver en plateau tous ensemble. Et tous ensemble, c'est quoi? C'est l'équipe A3, comme toujours. Comment ça va, mon Polo, pour commencer? Ben, ça va très bien. Écoute, comme vous pouvez voir derrière moi, on est au bureau, une fois n'est pas coutume. Donc, on est revenu au bureau. Et comme tu l'as très bien dit, d'ici quelques semaines, et même j'ai envie de dire quelques jours, on pourra retourner au studio avec Robin, qui a peut-être une annonce à nous faire, et peut-être un retour possible en France bientôt. Qu'est-ce que ça dit de ce Hmm. côté-là? Normalement, très bientôt, je suis encore en Argentine, encore à Buenos Aires, encore confiné ici. On va atteindre les 100 jours de confinement. Mais normalement, je devrais rentrer début juillet. J'attends des nouvelles là d'ici quelques jours de la part de l'ambassade et des compagnies aériennes pour voir s'il y a un vol qui est mis en place pour que je puisse rentrer. En tout cas, ta connexion Internet est très bonne aujourd'hui, Robin. Bravo. Tu as C'est bien vrai? step up pendant ce confinement à ce niveau-là. C'est catastrophique. J'avais un petit doute. Non, 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 justement, Non, c'est non, très. ça Là, allait, ça allait. Ouais, il y a eu un temps où c'était catastrophique, mais comme je te dis, ça step up de manière régulière pendant tout ce confinement, et maintenant, on en arrive à une qualité optimale. Ça marche super. Bah, J'ai fait tant j'ai fait le mieux parce maximum pour que lui. tant mieux parce qu'il y a pas mal d'actualités. Ça y est, ça revient. On est très heureux. Il y a un calendrier qui a été annoncé qui va commencer notamment en août par la route d'Occitanie et les Strade Bianche début août. Il y a un gros calendrier. On va en parler pendant une dizaine de minutes. On va parler surtout, et on va commencer l'émission par ça, de Romain Bardet parce que Romain Bardet partira pas d'AG2R. Bah, ça va être un des gros dossiers qu'on va évoquer. Euh, toutes ces, euh, toutes ces signatures, ces prolongations, il y en a forcément d'autres. Il y a Christopher Froome il y a eu des rumeurs. Bah, je vais vous demander notamment ce que vous en avez pensé. Il y a eu pas mal de prolongations et des grosses prolongations chez les Français. Celle de Thibaut Pinot, notamment à la Groupama FDJ, mais il y en a eu d'autres à la G2R. Pareil, je vais vous demander un peu votre avis là-dessus. Et voilà, il y aura notamment aussi le calendrier. Et pour terminer, le dernier thème qu'on va aborder, c'est que l'équipe Mitchelton Scott, l'équipe des frères Yates, va changer de nom, va être tout simplement rachetée par une fondation espagnole qu'on ne connaît pas trop, faut le dire. C'est assez flou, c'est la Manuela Foundation. Bah, on va en parler tous ensemble pour savoir un peu les infos qu'on a et te dire ce que c'est, si c'est clair, si c'est pas clair, etc. Donc, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on commence tout de suite par Romain Bardet, parce que Romain Bardet, il a donné une interview aux médias locales en Auvergne, et puis à la À la montagne, montagne. et à la montagne, et puis à la montagne, il a lâché bah, une phrase, on s'y attendait pas forcément, parce que c'est pas forcément le style Romain Bardet, mais non plus le style AG2R. C'est que Romain Bardet a tout simplement dit, bah, je ne sais pas encore si je vais partir. Alors, moi, je vous pose cette question toute simple. Paul, est-ce que toi déjà, tu penses que Romain Bardet doit partir d'AG2R mondial? Ouais, moi je pense, on en avait déjà pas mal parlé dans les émissions Roue Libre, post-Tour de France notamment. On se disait de manière comment dire, on était tous plutôt d'accord pour avoir la même conclusion, c'est que Romain Bardet ne passait plus un cap chez AG2R, ne passe plus un cap d'ailleurs, parce qu'on parle toujours au présent. Il ne passe plus un cap chez AG2R, il est peut-être dans un confort qui lui convient bien, certes, mais qui lui permet plus de progresser. Et depuis 2018 et depuis 2017 même, j'ai envie de te dire, il ne progresse plus comme il devrait progresser, comme d'autres ont progressé, comme d'autres corps de sa génération ont progressé. Et du coup, je pense que il lui faut peut-être cet électrochoc, peut-être ce transfert, un changement d'équipe vers une équipe étrangère qui lui ferait du bien. Mais ça, pour le coup, je pense qu'on est plutôt tous d'accord là-dessus et on en avait déjà pas mal parlé. Donc oui, à ta question, José, je te dirais, est-ce qu'il doit partir? De mon point de vue, il devrait, ouais, je pense. Est-ce qu'il doit partir, Robin? Ouais, moi je suis de l'avis de Polo, surtout que partir n'importe où, non, mais partir pour une équipe comme Sunweb, qui est sorti un petit peu dans les médias, à la fois à l'étranger et à la fois en France. Ça paraît sur le papier être une bonne idée. Il partirait pas dans une équipe où il y a déjà un leader très établi, puisque depuis le départ de Dumoulin, Sunweb n'a plus de tête d'affiche capable de jouer un podium sur les grands tours, voire la victoire. Il partirait dans une équipe qui a l'ambition de concurrencer l'équipe Ineos et aujourd'hui désormais l'équipe Lotto Jumbo aussi, qui apparaît comme la deuxième grosse armada du peloton. Et il part dans une équipe qui a montré qu'elle savait gagner avec Tom Dumoulin, qui savait gérer une course de 3 semaines, qui savait mettre le doigt sur les détails comme Romain Bardet le fait à G2R La Mondiale. Donc oui, Sunweb, ça semble une bonne idée pour Romain Bardet. Après, est-ce qu'il le fera? J'en suis vraiment pas sûr.
parce que il est tellement installé à G2R La Mondiale, il a tellement été impliqué aussi dans le processus de développement de l'équipe depuis plusieurs années avec l'arrivée des entraîneurs, les stages de plus en plus réguliers en altitude qui ont été faits, le recrutement aussi où il a été impliqué. Voilà, je ne sais pas s'il mettra tout ça de côté pour partir dans une nouvelle aventure, mais moi, j'aimerais bien le voir aller tenter quelque chose à l'étranger. Ouais, parce il y a eu plusieurs équipes qui ont été citées. Il y a notamment la Sunweb dont vous avez parlé. Il y a eu la Trek. Il y a eu et Bahrain McLaren, par exemple. Est-ce que vous pouvez le voir partir à la Trek? Moi, 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 Trek, je j'aurais dirais dû- pas. ouais, moi je vais te dire pourquoi. Surtout, et je lisais une interview aussi de son agent là, qui a parlé à un média néerlandais. C'est que Romain Bardet est très attaché à toutes les histoires de dopage et la lutte contre le dopage au sein des équipes dans lesquelles il participe, surtout au sein de la G2R. Mais par exemple, de toutes les équipes qu'on a citées, moi aussi j'avais lu la Trek, j'avais lu Bahrain McLaren, j'ai lu la Mitchelton Scott aussi. Et bah, de toutes ces équipes-là, la seule qui est au MPCC, c'est la Sunweb. Et ça, je pense que c'est important dans le choix de Bardet, si Bardet décide de quitter AG2R. Et au-delà de ça, même d'un point de vue sportif, la Trek a encore Nibali. Nibali en contrat aussi cette année, mais aussi en 2020. Euh, il y a aussi Richie Porte et Bauke Mollema qui vient de re-signer. Donc, ça risque d'être un problème. Après, la Bahrain McLaren aussi a ses leaders et je ne te parle même pas de la Mitchelton Scott. Donc, franchement, je pense que si Romain Bardet quitte à G2R, je le vois mal aller ailleurs pour l'instant qu'à la Sonab. En tout cas, logiquement et avec les infos qu'on a nous, ça pourrait être très logique Ouais, qu'il aille ailleurs. Pardon. ouais. Surtout que Sunweb, c'est l'équipe qui paraît la plus stable malgré tout depuis plusieurs années, même s'ils ont perdu du moulin. Il y a une stratégie assez claire. Alors que tu vas chez Trek, ils viennent de recruter Nibali et chaque année ça change un peu. Il y avait Porte, tu remontes un peu plus, il y avait Contador, il y a Mollema qui a le rôle de numéro 1, tu sais pas trop. Bahreïn, c'est pareil, c'est très changeant avec le recrutement de Landa. En plus, tout est nouveau. Voilà, dans une année comme ça, avec la saison tronquée qu'il y a eu, même si les prochains mois, normalement, devraient nous donner des réponses sur les niveaux de chacun, c'est sûrement un peu risqué d'aller dans une équipe qui a déjà un leader établi, parce que Romain Bardet, je ne pense pas qu'il puisse arriver dans cette équipe avec de gros résultats récents, à moins qu'il nous surprenne sur le Tour de France ou qu'il gagne une classique ou quelque chose comme ça. Mais sinon, il va arriver malgré tout dans la peau d'un mec qui a fait 2 podiums il y a quelques années sur le Tour de France, mais qui depuis 2-3 ans galère un petit peu. Donc autant ne pas se mettre trop en difficulté en allant dans une équipe où tu as par exemple Mikel Landa chez Bahreïn, qui lui a montré depuis pas mal d'années et qui forcément a les dents qui rayent le parquet, qui n'a jamais gagné le Grand Tour et qui va pas se mettre à la planche, surtout pour un mec qui lui non plus n'a pas gagné le Grand Tour et qui finalement sur le papier rien ne dit que Bardet mérite d'être numéro 1 devant Landa. Donc C'est je ça. pense qu'il faut aller dans une équipe où ça va jouer pour toi. Ouais. Il se mettrait dans une position où il ne serait pas sûr d'être leader et connaissant le tempérament de Romain Bardet. Et quand on voit aussi ses dernières déclarations, là, bah, toujours chez nos confrères de la montagne, où il parle aussi du Tour de France 2020 et il dit qu'il ne va pas y aller en tant que leader, enfin, en tant que leader pour le général, mais qu'il va plus tenter des coups et de courir avec peut-être un peu moins de pression. Si tu le mets en plus à côté d'un leader qui, lui, assume ce rôle, même s'il l'assume plus ou moins, d'ailleurs, ce leader, si tu le mets à côté d'un leader qui a pour objectif de performer sur le général du Tour de France, j'ai peur que Romain Bardet s'efface à côté de ça. C'est pour ça que je pense que la Sunweb est très bien pour ça, vu qu'on en a déjà parlé. Il n'y a pas de leader avéré. Il y a une super équipe avec une réelle comment dire, fibre pour le contre-la-montre, notamment le contre-la-montre par équipe. Il y a des super rouleurs, je pense à Shadaga ou même à Søren Kragh Andersen, qui pourraient lui apporter beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Donc je pense que si Romain Bardet veut encore être un leader sur les grands tours, je pense qu'il faut qu'il lâche chez Sunweb ou qu'il reste chez AG2R. S'il va dans une autre Ouais. équipe, il se mettra en danger et il se mettra pas à l'abri du fait que d'autres leaders veuillent lui chipper sa place avec peut-être plus d'envie et plus de légitimité. Donc moi, franchement, soit il reste chez AG2R, soit il reste chez Sunweb et je pense que le reste, ce serait une erreur. Et d'ailleurs, si vous deviez faire un pari, est-ce que vous pensez que oui ou non, Romain Bardet va partir de chez AG2R? Personnellement, moi je pense que c'est quand même un coup de pression envers la direction d'AG2R pour lui proposer un bon contrat parce que, hormis la Sunweb, il n'a pas vraiment de moyens de pression interne pour aller signer autre part. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres équipes qui lui correspondent réellement. Et en plus, même la Sunweb, Paul, tu le dis, qu'il y a ce côté gros
équipe de gros rouleurs très intéressante, mais ça reste quand même une équipe qui a recruté Tige Bennett, coureur potentiellement intéressant pour lui comme équipier sur un grand tour. Mais après, AG2R n'a absolument rien à envier à la Sunweb pour des équipiers pour un grand tour. Bah, si, Et le contre-la-montre, tout ce qu'il y a autour du contre-la-montre. ouais, Et ça, c'est hyper mais par contre, important. il y a beaucoup moins d'équipiers, je trouve, chez la Sunweb Bah, tu que. auras Kelderman, tu Kelderman, auras Nicolas Nicolas Roche. Roche. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est des équipiers. Excuse-moi de t'avoir copié, Robin, mais Mais, mais en fait, il n'y d'accord a là-dessus. rien à envier chez AG2R. Je trouve que AG2R a des coureurs qui sont aussi forts en tant qu'équipier à la Sunweb. Hmm. Et je trouve, enfin, même Après, supérieur. Après, tu vois, Même il y a aussi supérieur. Samomen. Il y a aussi Samomen dont on n'a pas parlé, qui monte également. On peut faire une comparaison avec notamment un Pierre Latour aussi, qui est à peu près, je pense, au niveau générationnel du même âge. Je ne vais pas Sauf dire que de la tour, je bêtises. suis pas sûr qu'il bosse encore pour Bardet, hein. Mais voilà. Et puis aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la Sunweb a recruté Nico Dens il y a quelques mois. Et Nico Dens est un Ouais, ancien de la après, G2R. Nicodème, Donc, c'est quand même un. oui, mais c'est un ancien de la G2R. C'est pour ça que je dis ça. Ah Donc oui. peut-être que du coup, la relation avec Bardet sera peut-être plus simple, que ce soit Plus pour la intéressant. Sunweb et pour Bardet. Mais de toute façon, ouais, tu l'as dit aussi, Et- Joseph, ça peut servir de moyen de pression. C'est son agent qui a confirmé que la Sunweb avait fait une offre. À ça, Vincent Lavenu a répondu sur Eurosport dans un podcast avec Guillaume Di Grazia que lui était sûr et certain que Bardet allait rester, qu'il ne s'inquiétait pas, que c'était le jeu, que les autres équipes s'intéressaient à lui pour faire monter un peu la sauce, etc. Mais que lui n'était pas inquiet. Pour l'instant, G2R, de ce qu'on sait, n'a pas fait d'offre. Mais voilà, quid de quand l'offre sera sur la table, de ce que va choisir Bardet. Si c'est une offre en Hmm. plus qui sera sûrement intéressante, vu que la sauce a un peu pris, à mon avis, oui. Est-ce que Bardet va partir? Moi, je pense qu'il devrait le faire, mais est-ce qu'il va vraiment le faire? Ça, Après, comme disait Robin tout à l'heure, Sunweb j'en aussi suis a de l'argent, pas. hein. Hmm. Ouais, mais Sunweb si, aussi a de tu l'as l'argent dit. et Bardet, bon, je vois l'idée du coup de pression mis à G2R, mais il a déjà un salaire très confortable. Je sais plus, et c'était sorti il y a quelques semaines, les salaires notamment du peloton français. J'ai oublié, j'ai pas réussi là en 2 minutes à retrouver l'article, mais il est dans les 3 ou 4 plus gros salaires français. Est-ce que Oui, oui. Bardet peut espérer? 750 000 bruts par an. D'accord. Donc voilà, est-ce que sûrement qu'il voit le salaire d'Alaphilippe, de Barguil, de Pinot, mais est-ce que Bardet, avec les résultats de ces 2, 3 dernières années, peut prétendre à une augmentation chez AG2R La Mondiale? Pas sûr. Après, s'il va à l'étranger, Sunweb, peut-être pour le faire venir, pour le convaincre, pourra lui promettre cette augmentation. Mais Hmm. en fait, je ne suis pas vraiment sûr que Bardet joue cette carte-là parce qu'il ne l'avait pas vraiment fait les fois d'avant. Et s'il veut rester chez AG2R, je pense que, en plus, vu la situation, il sait que AG2R n'a pas trop le choix non plus parce que AG2R ne peut pas vraiment se permettre de perdre Romain Bardet. Je pense qu'il sait qu'il obtient à peu près ce qu'il veut chez AG2R La Mondiale. Je pense que vraiment, il est en train de se poser la question parce qu'il a bientôt 30 ans, qu'il sort de 2, 3 années galère et que c'est pour moi une réflexion légitime de se dire est-ce que je pars à l'étranger ou pas. Après, Oui, c'est c'est une peut-être aussi réflexion une. légitime, hein. Enfin, je pense que tout le monde dit que c'est une réflexion légitime, mais après, ce qui a changé par rapport aux dernières semaines, c'est d'amener le débat sur un débat qui passe du privé au public. Et ça, c'est forcément un coup de pression entendu par Romain Bardet. Et donc, dernière Et question que je vous C'est pas Bardet posais. qui sort, hein. C'est pas Bardet qui sort tout de suite dans la montagne. C'est sorti d'abord dans les médias étrangers et français. En Ouais, France, c'était tout à l'équipe qui fait. disent Sunweb s'intéresse à Bardet. Après, Non, mais Bardet, il n'a pas trop le choix que de réagir. par contre que son agent parle de l'offre de la Sunweb qui est sur la table, ça, c'est forcément un moyen de pression sur AG2R. Dernière question, Oui. les gars. Est-ce que oui, non, selon vous, Bardet va partir? Moi, je pense qu'il ne partira pas. Polo? Bah, moi, voilà, pour mouiller un peu, je dirais qu'il va partir. Qu'il va partir. En tout cas, de mon point de vue, il devrait le faire. Donc, si je suis mes idées, je vais dire qu'il va partir. Bon. Ouais. Histoire de changer, On histoire enchaîne. de dire autre chose que Robin. Mais moi, je pense qu'il ne va pas partir. On enchaîne avec toute cette série de prolongations. On reste dans les équipes françaises et les nouvelles signatures. Euh, les prolongations, pour commencer, bah, du coup, d'AG2R La Mondiale, parce qu'il y a pas mal d'équipiers très, très importants de Bardet qui vont continuer. Il y a Cosnefroy qui a signé jusqu'en 2023, comme Oliver Nassen. Ça, c'est les deux grosses prolongations. Robin, Oliver Nassen qui reste chez AG2R, c'est un gros coup, on peut le dire quand même. Oui, tout à fait. Moi, j'étais très content de voir Nasser rester parce que c'était pas gagné. En plus, quand tu as la tête à cette histoire avec Bardet,
C'était pas évident de se concentrer aussi sur Nassen parce que Cosnefroy a prolongé, Latour aussi est en phase de prolongation. Et tu sais que les contrats de Cosnefroy et Latour, avec ce qu'ils ont fait depuis quelques mois, quelques années, tu vas devoir, si tu veux les garder, tu vas devoir les augmenter. Donc, c'était pas évident qu'il reste encore assez d'argent pour continuer à donner un gros salaire à Nassen et puis continuer les négociations sur Romain Bardet. Donc, qu'ils aient réussi à garder Oliver Nassen, pour moi, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça fait aussi d'AG2R une équipe capable de briller sur les classiques, pas uniquement centrée autour de Romain Bardet. Et je pense que c'est aussi la réflexion de la direction d'équipe. Quand tu vois que malheureusement, Romain Bardet, depuis 2-3 ans, 2 ans maintenant, disons, n'est pas au niveau qui était le sien en 2016-2017, tu te dis qu'il faut garder un autre pan de l'équipe qui soit consacré à autre chose que le Tour de France, parce que sinon, tu es trop dépendant d'une seule course. Et avec Oliver Nassen, même si lui aussi a eu 2 dernières années difficiles, on avait vu en 2017 qu'il avait le niveau pour aller claquer une très grosse classique flandrienne, potentiellement Paris-Roubaix au Tour des Flandres. Polo sur la prolongation de Nassen. Non, mais je pense que Robin a tout dit, a très bien résumé. Moi, j'irais peut-être un peu plus loin. Je pense qu'avec cette double prolongation de deux coureurs, un qui est dans la force de l'âge et un autre qui a un très gros espoir, notamment sur le même type de course, notamment tout ce qui est flandrien, course d'un jour, etc. Ça montre aussi peut-être que AG2R, par le fait de blinder ces coureurs-là, peut-être s'offre une porte de sortie au cas où Romain Bardet ne re-signe pas et au cas où AG2R devrait changer ses objectifs. Et changer ses objectifs avec un gros pôle de classic men basé sur et Oliver Nassen et notamment Benoît Cosnefroy, ça peut être intéressant et ça peut être tout simplement un changement un changement de culture aussi pour cette équipe. Alors après, évidemment que si Romain Bardet quitte AG2R, AG2R va devoir se reconcentrer sur d'autres leaders dans les grands tours. Mais en tout cas, ils ont cette porte de sortie possible avec un pôle course d'un jour, on va appeler ça comme ça, course d'un jour, course d'une semaine, avec Oliver Nassen et Benoît Cosnefroy, hyper intéressant. Donc non, c'est pour AG2R. Avant de parler de la signature possible de Romain Bardet, le fait d'avoir re-signé ces deux-là, c'est déjà un très bon coup. Par contre, du côté de la Groupama FDJ, on n'a pas rigolé. On a annoncé 4 signatures de prolongation de contrat et c'est tout simplement les 4 leaders de l'équipe parce qu'on a Thibaut Pinot, Stéphane Kung, David Gaudu et Arnaud Desmar. Tous les 4, ils ont prolongé jusqu'en 2023. Et ça, ça a bien bossé quoi, en interne, Polo, parce que les 4 leaders qui prolongent pour les 3 prochaines années, c'est tout simplement énorme pour la Groupama FDJ. Ouais, c'est énorme et c'est dans la lignée de ce qu'ils font. De toute façon, on fait quand même l'apologie assez souvent de la gestion de la Groupama FDJ depuis maintenant 2, voire 3 saisons. Tu as aussi Rudy Mollard qui a re-signé là, il y a quelques jours, C'est vrai. une semaine après les 4 autres. Voilà, c'est la preuve que c'est une équipe qui fonctionne bien, une équipe qui marche, de gros leaders, de coureurs à gros potentiel, à gros charisme, qui font confiance à l'équipe de Marc Madio. Et du coup, ça fait bosser tous ces gars-là dans des conditions sereines, sans se demander d'une part si leur leader va rester dans l'équipe, ou d'autre part si des équipiers vont rester, s'il va toujours pouvoir compter sur eux sur les prochains Tours de France ou sur les prochains sprints. Voilà, c'est hyper important et c'est hyper bien géré de la part de la FDJ qui a réglé ça de manière très rapide et qui a réglé ça, qui a fait un prix de gros, on peut dire, avec leurs 5 plus gros coureurs entre guillemets qui re-signent. Donc non, c'est très bien géré. Du coup, l'équipe va pouvoir bien bosser pour la reprise sans se prendre la tête avec ces petites histoires de contrats, etc. Vu que là, le gros du dossier intersaison côté FDJ est réglé de A à presque Z. Donc là, pour le coup, ça va bosser sereinement et c'est cool, quoi. C'est cool et c'est de Ouais. bonne augure pour la suite. Et par contre, les signatures de Godu, Pinot et Kung, elles sont normales et elles sont top pour la Groupama, mais ça m'a un peu quand même étonné de re-signer Arnaud Desmar jusqu'en 2023 avec toutes les galères un peu qu'il a connues. C'est en tout cas un choix très fort que fait la Groupama FDJ, Robin, de re-signer Arnaud Desmar pour 3 ans. Oui, mais je pense que la situation avec cette saison tronquée, elle va aussi dans ce sens-là que même si tu veux partir, ça reste un petit peu plus délicat qu'une année normale où tu as toutes les courses que tu veux pour te montrer. Là, ça fait plus de 3 mois que personne n'a couru. Certains n'ont pas couru de l'année. C'est beaucoup plus délicat si tu veux partir de trouver un point de chute. Même pour un coureur comme Thibaut Pinot,
Donc, il n'avait Ouais, mais c'est vraisemblablement pas du tout c'est envie de jusqu'en partir. 2023, quoi, Robin. C'est jusqu'en 2023. C'est-à-dire qu'ils peuvent offrir, comme à Rudy Mollard, une prolongation jusqu'en 2022, mais c'est en 2023. Oui, oui. Alors, c'est un vrai Ouais, message trois parce ans. que C'est vrai que 3 ans, c'est pas hyper commun, mais en même temps, Arnaud Démare, il est censé être dans la force de l'âge. Il a beaucoup gagné pour la FDJ. Il a gagné les étapes du Tour de France. Il a gagné Milan-San Remo. Moi, je trouve normal qu'on lui refasse confiance et qu'on lui offre un contrat d'assez longue durée parce que finalement, si tu prolonges pas Arnaud Démare, pardon, qui tu vas chercher? Tu peux aller chercher un autre sprinter, mais dans, tu peux pas aller chercher Groenewegen ou Caleb Ewan qui vont être sûrement trop non, chers. mais par contre, Qu'est-ce que tu vas faire de mieux? tu peux ne pas prendre de sprinter et tu peux prendre des gros équipiers pour Stephen Kung, par exemple, Ouais, mais sur des c'est classiques. risqué. C'est risqué. Ça veut dire Stephen Ouais, Kuhn c'est sur les risqué. classiques. Moi, Pourquoi c'est risqué? sur Paris-Roubaix, même si Arnaud Démare, pour l'instant, il a été le bout du compte, je préfère miser sur Arnaud Démare que sur Stephen Kung. Pour moi, Stephen Kung, il est super pour les chronos. Il peut aller peut-être te chercher une Hmm. étape ou deux sur des courses par étape d'une semaine, mais moi, je préfère avoir Arnaud Démare euh, qui va être bon sur les sprints. Pour moi, sa meilleure période sur les classiques, elle arrive parce que tu sais que pour gagner Paris-Roubaix, il faut être venu plusieurs fois, à moins d'être un Tom Bonnen ou un Fabian Cancellara et d'être une jambe au-dessus de tout le monde. Il faut appréhender cette course, il faut venir beaucoup de fois, il faut se planter, il faut avoir la poisse. Et tu peux gagner Paris-Roubaix entre 30 et 35 ans. Et Arnaud Démare, il arrive dans cette période-là. Donc moi, je ne suis pas inquiet. Surtout que tu as un mec qui peut te gagner une étape du Tour de France en 2017 et en 2018. Il gagne sur le Tour, même si on dira qu'il y a eu des circonstances particulières. Voilà, ça reste le mec qui a gagné des sprints du Tour de France après Jimmy Casper. Moi, je trouve que c'est tout à fait logique de le prolonger. Surtout que si tu perds Démare, tu n'as plus personne derrière pour les sprints de ce niveau-là. Et Mais te c'est ça. centrer uniquement sur Thibaut Pinot et dire on ne garde pas Démare et on va prendre un meilleur équipier en montagne pour Pinot ou encore un mec pour rouler en contre-la-montre et pour perdre moins de temps sur le chrono par équipe, pour moi, ça n'aurait pas été très rentable. Tu as besoin aussi d'avoir autre chose que Thibaut Pinot dans ton équipe. Sinon, ça veut dire que Pinot, s'il est malade ou qu'il se blesse ou qu'il tombe, ta saison, elle est foutue. C'est ça. Et en fait, la Groupama FDJ, c'est pas le Team Ineos, c'est pas la Jumbo-Visma. Et c'est une équipe qui ne veut pas se permettre de mettre tous ses œufs dans le même panier comme eux le font parce qu'eux ont l'expérience de la gagne sur les grands tours. Eux ont les meilleurs coureurs aussi, les plus complets, qui donnent comment dire, qui donne les assurances les plus complètes pour gagner des grands tours, ce que n'a pas la Groupama FDJ. Du coup, la Groupama FDJ ne peut pas se permettre de ne pas avoir de sprinter et de ne pas remplir cette case-là pour aller chercher des étapes ou d'autres étapes. C'est pas du tout dans la même logique que je pense le Team Ineos ou la Jumbo-Visma. À partir de ce moment-là, je trouve que c'est important d'avoir un sprinter de renom et le fait qu'Arnaud Démare accepte de re-signer, c'est très bien pour eux. Mais pour le coup, Arnaud Démare, lui, je pense que c'est une aubaine puisque je ne pense pas qu'il aurait eu cette place de sprinter principal dans aucune des autres équipes de World Tour. Donc, je pense que c'est pour moi gagnant-gagnant du côté des deux parties. Peut-être plus pour Arnaud Démare au vu de sa situation, au vu de ses derniers résultats. Mais c'est aussi important pour la Groupama FDJ d'avoir plusieurs cordes à son arc et de pouvoir compter sur des sprints, pas forcément sur le Tour de France, puisqu'il n'y a pas que le Tour de France, mais aussi sur d'autres courses et notamment les classiques. Puisque certes, il y a Stephen Kung, mais ça ne suffit pas. Et pour des classiques d'une journée, je pense notamment à un Gore Velgem, par exemple, c'est important d'avoir un gros sprinter, de pouvoir se montrer. Donc, non, moi, je pense que c'est très bien d'avoir aussi Arnaud Démare côté Groupama FDJ. Ça permet justement de ne pas mettre tous les œufs dans le même plat, comme le font une Ineos ou une Jumbo-Visma, qui, eux, ont les moyens de le faire, notamment. Et D'ailleurs, encore, Polo, je suis pas sûr. Moi, je trouve pas que Ineos, par exemple, mette tous ses œufs dans le même panier parce que sur le Tour de France, tu as Froome, Thomas et Bernal. Du coup, tu as des solutions de rechange. Alors que pour Groupama FDJ, sur le Tour de France, c'est Pinot. Et s'il n'y a pas Pinot, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est pas comme si tu avais un deuxième mec derrière aussi fort que Pinot, où tu te dis, c'est pas grave si Pinot se plante ou s'il se blesse, on a un mec qui fera le même boulot, comme peut se dire Ineos. Mais À la Groupama, les objectifs de l'année, c'est quand même le Tour de France, les grands tours de manière plus globale. Et on ne les voit pas de l'année, sur Oui, tout à d'autres fait. courses. Kwiatkowski qui aurait pu avoir ce rôle-là, on ne le voit plus. Et comme sprinter, on peut penser quoi à Ben Swift. Même Ben Swift, je suis même plus sûr qu'ils soit encore chez Ineos. Donc pour te dire, Ouais, voilà, je crois niveau qu'il est bougé chez sprinter, Bahreïn. tu as Alvorsen aussi, mais même lui, je ne sais pas s'il est encore chez Ineos. Enfin, tu vois, on si, a si, même il y a plus, encore. on Mais a même plus de référence sprinter chez Ineos. Donc voilà, d'ailleurs, dommage. vous y avez cru aux rumeurs de départ de Christopher Froome pour passer sur un autre sujet, les prolongations hors équipe française. Est-ce que vous avez cru aux rumeurs de Christopher Froome qui était annoncé partant pour courir le Tour de France, notamment dans une autre équipe? Moi, perso, ça m'a hypé.
Je me suis dit, ça va être génial. Il va partir dans une énorme équipe. Il va renforcer notre équipe. On va avoir Jumbo Visma, Ineos et l'équipe de foot. Ça aurait été pas mal. Est-ce que vous y avez cru? Robin, tu y as cru? Moyen. Ça m'a un peu. Comme toi, je me suis dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Ce serait un truc de fou. Mais finalement, tu te dis après, Chris Froome, il est tellement associé à l'équipe Ineos, anciennement l'équipe Sky. Voilà, ça fait 10 ans qu'il est là-bas. Il a tout gagné avec eux. Qu'est-ce qui va partir, franchement? Et puis tu te dis, même si lui, il avait envie de mettre un coup de pression comme ça, en interne, on l'aurait retenu. On lui aurait dit, non, mais attends, on a besoin de toi. Je pense que c'était plus un moyen de dire, eh oh, n'oubliez pas, il n'y a pas que Egan Bernal dans cette équipe. Je peux encore gagner le Tour de France, plutôt que de dire, je vais m'en aller. Parce qu'en vérité, s'il avait cassé son contrat et qu'il avait signé au mois de mai ou au mois de juin dans une autre équipe, est-ce qu'il aurait Hmm. vraiment été performant pour pouvoir jouer quelque chose sur le Tour de France avec des coéquipiers qui Non, ne mais gagnent disons pas? que, disons que ça faisait sens parce que là, il y a une présélection d'Ineos qui est sortie avec, je crois, il y a plus une quinzaine de noms ou 10 noms, je sais plus, mais bref, Non, il a dit c'est non. pas. Ouais. 10 noms, ouais, et il y a Bernal, Thomas et Froome dedans, comme on pouvait s'y attendre. Il n'y a pas Richard Carapace, mais ça laisse donc quand même que potentiellement, sachant qu'on va avoir les trois et qu'il y a 8 coureurs par équipe, nécessairement, tu vas avoir 5 équipiers pour 3 leaders. Donc, Paul, on pouvait se dire que cette rumeur, elle n'était pas totalement non plus infondée. Ouais, puis dans cette présélection, t'as aussi Sivakov, tu as aussi Tao Geoghegan. T'as Siva, Donc t'as Sivakov. non, mais je pense que de toute façon, Froome va faire le Tour de France avec Ineos. Il va voir qu'il est peut-être la deuxième, voire la troisième roue d'un carrosse, d'un très joli carrosse, et que du coup, bah voilà, ce sera, je pense, le dernier, peut-être pas le dernier grand tour de Froome avec Ineos, mais en tout cas, ce sera pour moi, c'est la dernière saison de Froome avec Ineos. Quand on voit certaines équipes, bah, notamment par de la Sunweb, tant qu'elle n'a pas Bardet, eh ben, elle n'a pas de leader. La Movistar qui va manquer, je pense qu'on va le voir très rapidement cette saison, qui va manquer d'un Enfin, réel leader. faut lui payer Et son salaire à Froome, hein. ouais, mais je pense que justement les équipes, notamment des équipes françaises comme la Cofidis ou comme AG2R, à l'image de ce que fait Arkea Quintana, ça donne envie. Je pense que ça donne des idées Ah, aux, les aux Oui, équipes moyens. mais le salaire françaises. de Froome, c'est pas celui de Quintana, hein. C'est Ouais, mais 4 millions, hein. quand j'entends Les équipes notamment françaises sont Vasseur. puissantes en ce Ouais. moment. Quand j'entends Vasseur parler, quand j'entends l'Avenue parler, qui disent qu'ils n'ont pas du tout morflé, notamment avec le confinement, etc., je me dis que c'est des équipes qui ont aussi beaucoup d'argent. Et qui aurait cru penser qu'Arkea pouvait attirer et Boigny, on connaît le salaire de Boigny, et Barguil, et Quintana dans la même équipe. Moi, je pense vraiment qu'une grosse équipe française peut attirer, euh, comment ça s'appelle Christopher peut attirer Froome. Christopher Froome. Excusez-moi, il y a du bruit autour de moi, donc parfois je suis un peu déconcentré. Dis-leur, Polo. On passe est-ce qu'il y a d'ailleurs il y a d'autres signatures qui vous ont intrigué? Je sais qu'il y a pas mal de coureurs français qui sont en fin de contrat, mais il n'y a pas des énormes noms non plus. Vous en avez parlé, Pierre Latour, il y a Géniez, il y a qui d'autre? Il y a Bardet, mais en vérité, il n'y a pas d'énormes coups et d'énormes noms sur le marché là. Non, les gros noms, c'était la FDJ où tout a été réglé et AG2R la mondiale où le cas Bardet est Ouais. en suspens. Mais sinon, je ne crois pas qu'il y ait autre chose. Le gros Il y a dossier, par Greipel, contre, qui a. Greipel Oui, qui il y a a, qui est Grépel, là-bas, Polo. qui a Israël, Incroyable. Israel Cycling Academy, là. Israël, je ne sais même plus si ça s'appelle comme ça. Il sera vraiment temps que les La courses reprennent. Teams. Mais en tout cas, La ouais, il a re-signé un Israël an de plus. Startup Nation, Polo. Israël Startup Nation. Et il a re-signé un an de plus. Il n'était déjà plus un peu chez Arkea. Il n'était pas hyper rassurant. Enfin, de toute façon, on n'a rien vu de ce début de saison. Mais le re-signer encore un an, après, ça forme les jeunes, hein, tu me diras. Mais c'est risqué. C'est risqué parce que c'est pas Oui, je gratuit pense non que je plus, pense que Greipel. c'est pour ça aussi. Après, Israël, l'équipe avait donné l'impression d'avoir du budget. Je pense que ils sont pas. Et Greipel a aussi dû faire quelques concessions. Je pense que depuis son passage chez Arkea, il est plus au salaire qui était le sien chez Lotto. Donc ça doit être un bon arrangement pour tout le monde. Et comme tu dis, Polo, c'est quand même important d'avoir un mec comme ça dans un groupe, un mec qui a gagné énormément, qui est le coureur en activité qui a le plus de victoires à son palmarès. Là, quand tu as des jeunes sprinteurs, je pense notamment à Rudy Barbier, même s'il n'est pas aussi si jeune que ça, pour un mec comme Rudy Barbier qui brille sur les sprints, avoir André Greipel à côté de lui qui peut lui donner quelques conseils, c'est précieux. Chimola, il y a aussi Le... un Il y a Israël Chimola Startup ici, ouais, Nation. Ouais. qui est très bon. Mais je Il te y a disais, une, il y a une news qui a été assez saisissante.
personne ne s'y attendait, je pense que même les coureurs ne s'y attendaient pas, c'est que la Mitchelton Scott va devenir la Manuela Foundation et c'est dès le mois d'août. Dès le mois d'août que ça va être parrainé par la Manuela Foundation. Donc c'était une équipe australienne qui va devenir une équipe parrainée par une association espagnole. Euh, c'est comme tout le monde, ça m'a étonné. Ça m'a étonné de voir la Mitchelton Scott qui n'était pas censée avoir d'énormes problèmes d'argent, même si on savait que c'était pas une équipe qui avait énormément de sous. Mais de là à changer de nom, Polo, est-ce que tu t'y attendais, toi? Est-ce que la Mitchelton Scott ait des problèmes au point que le sponsor se retire? Que la Mitchelton Scott a des problèmes, on le savait parce qu'on l'a vu notamment, les coureurs ont accepté des baisses de salaire, notamment Annemiek van Vleuten, qui est championne du monde, et chez Mitchelton Scott, qui avait parlé dans la presse, qui avait dit que c'était normal et qu'il fallait faire des efforts, notamment pendant cette période. Du coup, avec toutes ces infos, on savait que la Mitchelton Scott n'était pas en bonne santé. Mais de là à changer de pavillon, parce que là, c'est un changement radical, même de culture. On passe d'une équipe qui a une culture australienne depuis sa naissance, depuis 2012, et ça a toujours été très australien et à la limite très, très anglophone de manière globale. On le voit même encore aujourd'hui. Tous les gros coureurs australiens sont passés ou sont à la Mitchelton Scott. Beaucoup de coureurs anglophones de renom sont là-bas. On pense aux frères Yates. Et là, en fait, c'est un changement de culture total qui va s'opérer, ne serait-ce qu'au sein de l'équipe. Et ça va être intéressant de voir quels changements vont être apportés à ce niveau-là. Francisco Huertas, le mec qui dirige un peu cette fondation, enfin ce mécène, c'est un ancien qui a fait fortune dans la bourse et aussi dans l'automobile. Là, il lance un projet un peu flou, c'est très flou. Benoît Vitek a fait un super thread là-dessus sur Twitter. C'est un projet social de grande envergure qui sera lancé dans 4 mois en Espagne. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que Francisco Huertas a beaucoup d'argent. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ce gars-là a déjà tenté des expériences dans le football, notamment en Andalousie, de là où il vient, où ça ne s'est pas hyper bien passé. Donc, ça me fait penser à d'autres exemples qu'on a vus, notamment en Ligue 1. Il faudra quand même se méfier. Certes, ils donnent l'impression d'avoir énormément d'argent, mais à quel point ils vont être investis dans ce projet, contrairement à Green Edge Recycling qui fait du super travail depuis 2012. Sans compter le fait que voilà, on change de pavillon, d'un pavillon, comme je l'ai dit, très australien, on passe à un pavillon espagnol, que le maillot est certes joli, mais c'est un maillot qui rappelle les couleurs de beaucoup d'autres maillots. Moi, je suis vraiment réservé, même si évidemment, je pense que Mitchelton Scott n'avait pas le choix. Je suis quand même réservé sur la globalité de tout ça, donc on verra bien. Mais il y a plein de petits trucs comme ça qui m'ennuient un peu. Mais encore une fois, je pense que les gars de Green Edge n'avaient tout simplement pas le choix. Donc ça règle en fait la question. Tout simplement. Robin? Ouais, ça a été une surprise pour à tout résumer. On ne sait rien, quasiment rien de ce nouveau partenaire. Quand on va sur leur site internet, il y a 2 lignes pour expliquer que c'est une fondation à but non lucratif qui va aider les personnes dans le besoin et on ne sait rien de plus. Donc forcément, ça inquiète un petit peu parce que quand un nouveau sponsor arrive dans le vélo, on aime bien savoir à quel point il est fiable et là, on n'en a aucune idée. Après, je pense que l'équipe Mitchelton Scott, pardon, ils n'avaient pas trop le choix parce que Mitchelton, d'un coup, s'est désolidarisé, a dit on ne peut plus, on s'en va en plein milieu de la saison, enfin en plein milieu de l'année. Donc voilà, le contrat se retrouve cassé parce qu'un de tes 2 sponsors principaux et même le numéro 1 ne peut plus assurer. Donc je pense que dans cette situation, ils ont dû prendre un peu ce qui passait et ils n'ont peut-être pas eu le luxe de regarder qui était le plus fiable. Voilà. Après, ils ont la chance d'avoir été beaucoup mis en avant ces dernières années, avec notamment la victoire de Yates sur la Vuelta, l'épopée sur le Giro de Simon Yates aussi, même s'il n'a pas gagné. Donc voilà, Les ça victoires de fait que Gerrans aussi en début de. voilà, si on remonte un petit peu plus, voilà, Gerrans qui avait gagné des classiques, qui avait porté le maillot jaune sur Tour, Esteban Chavez qui avait fait des podiums aussi, gagné en Lombardie. Donc voilà, ils sont imposés depuis 6-7 ans quand même comme une grosse équipe du peloton. Ce qui a fait, je pense, qu'ils ont réussi à retrouver un sponsor. Je pense qu'il n'aurait pas fallu que ça arrive à une équipe moins installée, beaucoup plus jeune. Et puis après, on verra. Évidemment, il y a un risque. Moi, ça me rappelle l'histoire de l'équipe Groupement qui était en 1995 où un sponsor était arrivé et avait recruté notamment Luc Leblanc, à l'époque. Et au bout de 6 mois, avait mis la clé sous la porte au moment des championnats de France. Voilà, on n'est jamais à l'abri. Après, là, c'est pas uniquement l'équipe Manuela Foundation. Il reste Scott, qui est un gros acteur du vélo.
Donc on peut imaginer que même si le sponsor numéro 1 n'est pas le plus fiable du monde, il y en a d'autres qui suivent derrière et qui, en cas de galère, assurent. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est surtout très intriguant et on va attendre de voir en course, de voir peut-être d'ici quelques semaines ou quelques mois si Francisco Huertas parle un peu dans la presse, explique un peu son projet. Et puis de toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de patienter. Que d'attendre. C'est ça. D'après les premiers chiffres, ce qui est annoncé, c'est que il pourrait investir dès qu'il arrive 20 millions d'euros, d'après les différents médias espagnols, notamment El Economista, qui disait qu'il pouvait investir 20 millions d'euros dès son arrivée, sachant que le budget annuel jusque-là de la Mitchelton Scott était de 8 millions d'euros. C'était un des petits budgets du World Tour, et donc on va avoir potentiellement une deuxième licence World Tour espagnole en plus de la Movistar. Et quand on sait la place du cyclisme espagnol dans le cyclisme mondial, dans l'histoire, c'est vrai que aussi ça peut être très intéressant d'avoir le retour d'une grosse équipe espagnole dans le World Tour, même si personnellement c'est vrai que c'est toujours très triste de voir une équipe australienne partir, parce que dans le peloton, c'est des coureurs qui sont plutôt appréciés et qu'on aimait bien. Après, l'équipe n'est pas morte. Hein. Ça, non, c'est pour ça. Ne bouge pas, mais je pense. L'encadrement reste très australien, très anglophone. Ouais, après par exemple. Ouais, mais par exemple, ils annoncent l'arrivée de Stefano Garzelli, l'ancien coureur cycliste qui était italien, qui est toujours italien d'ailleurs, il a 46 ans, mais il a pas changé. Mais voilà, je pense que ça va quand même être une équipe beaucoup plus européanisée, et à voir après les prolongations de contrat, comment elles se passent. Mais c'est possible aussi que certains coureurs comme Simon Yates n'aient pas forcément envie de rester dans une équipe espagnole, ou en tout cas s'ils ne sont pas tous les deux. À voir, quoi. Il y a forcément la direction. Après, l'équipe marche bien. L'équipe marche bien depuis plusieurs années. Ce sera quand même bête de vouloir tout chambouler pour recruter des mecs espagnols ou européens. Non, mais si tu veux passer un step après, si tu veux passer un step, est-ce qu'il y a des questions qui vont se poser autour de Simon et Adam Yates? Est-ce qu'il faut garder les deux? Peut-être que les deux voudront forcément rester ensemble. Voilà, si tu investis 20 millions d'euros dès la première année, tu doubles le budget de l'équipe, il y a nécessairement des choix qui vont s'imposer et qui vont changer un peu la partie innocente de cette équipe-là, j'ai envie de dire. Voilà, il y aura un changement de culture, mais alors après, comme le dit Robin, c'est difficile de le quantifier et de savoir dans quelle proportion. Pour le moment. Donc je pense qu'on a. Attendons de voir. Moi, de toute façon, tout ce qu'on sait, c'est que là, on connaît le maillot, que le maillot, il est certes beau, mais je trouve qu'il ressemble à beaucoup de maillots, notamment des maillots espagnols. Tu l'as sur Twitter, hein, Polo. Ouais, notamment le maillot de la. En fait, je trouve qu'il ressemble beaucoup en termes de couleur au maillot de la Burgos BH, un peu moins à IF, mais on garde quand même les mêmes couleurs. Voilà, je pense qu'il y avait peut-être autre chose à faire par rapport au mode de la Mitchelton Scott, qui est quand même hyper reconnaissable dans le peloton depuis quelques années. Voilà, bah, écoute, après on verra ce que ça rend en course aussi, parce que là on l'a vu qu'on ne voit pas de haut, on a un peu vu les épaules, c'est un espèce de rôle. Enfin voilà, on essaie de parler de ce qu'on après sait déjà. Ils ont pris les couleurs de leur fondation. Ouais, bah oui, non, mais c'est sûr. Il y a une logique quand même. Moi ce qui m'inquiète plus, c'est de savoir si le sponsor est fiable et s'ils ne vont pas faire n'importe quoi. Oui. Après, le maillot qu'ils utilisent, je pense qu'ils veulent. Ouais. Vu qu'on ça, on ne sait pas. J'essaye de me raccrocher aux branches qu'on a, et les choses qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'on a déjà ce maillot qui m'intrigue un peu. On va passer, pour terminer l'émission, au calendrier. Au calendrier, beaucoup de dates ont été annoncées. Je peux donner les grandes dates d'ailleurs des classiques les plus connus. Le 1er août, on va avoir les Strade Bianche. Le 8 août, on va avoir Milan-San Remo. Le 15 août, on va avoir le Tour de Lombardie. Et ensuite, on va avoir Liège-Bastogne-Liège le 4 octobre. Donc là, par contre, ce sera ce sera pendant le Giro. On va avoir l'Amstel Gold Race le 10 octobre. On va avoir le 18 octobre le Tour des Flandres, et on terminera par Paris-Roubaix le 25 octobre. Voilà pour ce qui est des courses d'un jour. Et pour ce qui est des courses du Grand Tour, on va avoir du 29, on le rappelle, le Tour de France, du 29 août au 20 septembre. On va avoir le Giro du 3 octobre au 18 octobre. Et donc, on va avoir la Vuelta qui va s'enchevêtrer avec la fin du Giro du 20 octobre jusqu'au 8 novembre. Donc, quelques questions à vous poser, les gars, sur ces annonces de calendrier. On va commencer par les grands tours.
est-ce que c'est pas tout simplement un calendrier qui a été parfaitement fait pour le Tour de France? Parce que là, on a une préparation presque parfaite pour le Tour de France avec le Dauphiné, le Tour de France qui se déroule tranquille, et après on a une petite semaine jusqu'au championnat du monde. Paul, c'est parfait en tout cas pour le Tour de France. Ouais, parfait pour le Tour de France, mais ça découle aussi d'une certaine logique, puisque c'est quand même la plus grosse course au monde. Surtout avec ces changements de calendrier, tout le monde va vouloir y participer. Ça va du coup être le grand moment de cette saison. Et autant c'est parfait pour le Tour de France, tu l'as dit Joseph, mais autant j'ai peur, hélas, qu'on assiste à des Giro et surtout à une Vuelta hyper tronquée. J'ai vraiment peur de la start list sur la Vuelta notamment. Parce que le Giro, il y a surtout les gros rouleurs grimpeurs, entre guillemets, notamment, bah là, je pense à Evenepoel, mais même d'autres. Je pense à Denis Nibali aussi, qui en ont fait leur objectif principal. Mais alors, la Vuelta, du coup, quid de cette Vuelta qui commence pendant le Giro? Qui va vouloir y participer? Peut-être des frustrés du Tour de France. Mais encore, c'est Bah, un mois, c'est à peine un mois plus tard. Euh, Avec cette préparation tronquée, sachant qu'entre-temps, t'auras quand même le Tour des Flandres, l'Amstel Gold Race, Liège-Bastogne-Liège aussi, les championnats du monde aussi. J'ai pas la date des championnats du monde d'ailleurs, mais je pense que ça c'est le doit être dans ce coin-là. 27, c'est le 27 septembre. Tu as le Tour de France qui se finit le 20. Ouais, mais Tu as c'est ça. Paris-Camembert pour te préparer, Polo, le 22 septembre. Et tu as les championnats du monde donc le 27 septembre. Ouais. Non, je pense que pour le Tour de France, rien ne sera tronqué, mais j'ai quand même peur un peu de ces deux tours, les deux autres grands tours un peu au rabais. Un peu moins inquiet pour le Giro, mais très très inquiet pour la Volta. Robin. Oui, bah, je pense qu'on on savait dès le départ que ça allait être. On met le tour d'abord, on voit où est-ce qu'on peut mettre le tour et puis tout s'articule autour. Et personne n'a vraiment bronché parce que tout le monde savait que le tour était indispensable. Et le tour n'est pas indispensable juste pour lui-même, il est indispensable pour tout le reste de la saison et pour la santé financière du cyclisme en général. Donc voilà, même les organisateurs de plus petites courses, et plus petites courses, ça veut dire aussi le Giro, bah, ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix, que c'était pas par plaisir qu'on allait mettre le Giro au mois d'octobre, que de toute façon, on voit bien qu'on a essayé de sauver le plus de courses possible, notamment les plus importantes. Et est-ce qu'il y avait mieux à faire que ce calendrier-là? Je ne pense pas qu'on pouvait faire mieux. Alors oui, Non, la franchement. Vuelta a perdu des étapes, le Giro et la Vuelta vont se chevaucher pendant quelques jours. Si tu décides de courir le Giro, tu ne pourras pas courir le classique et inversement. Enfin, tu manqueras une bonne partie des classiques, notamment les Ardennaises. Donc oui, forcément, ça va être une saison bizarre. Mais est-ce qu'il y avait le choix? Je ne pense pas. Et, et bien évidemment, c'était le Tour de France avant tout parce que le Tour décide ensuite de tout le reste. Le Tour décide du Dauphiné, des mondiaux. On n'allait pas placer le Giro en premier et puis mettre le Tour en Non, mois ça c'est sûr. d'octobre n'importe comment. Donc voilà, je pense, j'ai pas vu beaucoup de gens se plaindre, de beaucoup d'organisateurs, même ceux du Giro qui sont généralement les plus brillants, se plaindre et dire qu'il y avait un problème, même le replacement de Milan-San Remo, du Tour de Lombardie. Le Tour de Lombardie, encore il y a 2 jours, qui se retrouve déplacé. J'ai pas vu les organisateurs de RCS s'en plaindre. J'ai l'impression que, bon, alors là, c'est eux qui l'avaient demandé, mais au départ, ils étaient en toute fin de saison. C'était la dernière course, 31 octobre. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde finalement fait avec et tout le monde y met un peu du sien. Et tant mieux. Et oui, c'est sûr que le Tour de France va être le centre de cette saison. Mais après, ça va être quand même très intéressant. C'est que d'habitude, après le Tour de France, on a un mois d'août assez calme avant la reprise de la Vuelta et que la fin de saison est un peu plus tranquille, disons. Alors que là, ça ne va pas du tout être le cas parce qu'on va enchaîner tout de suite et finalement, jusqu'à Paris-Roubaix, ça va être toutes les semaines des courses très, très importantes. Ouais. Moi, je suis C'est assez de vrai l'avis que de Robin ouais. dans le sens où même si c'est hyper condensé, même si ça a été compliqué, notamment de tout caler, on a vu des courses, hein, notamment le Tour des Flandres encore il y a quelques jours, qui a raccourci son parcours et qui enlève notamment le mur de Grammont. De toute façon, le mur de Grammont, on le respecte plus du tout dans le Tour des Flandres, j'ai l'impression. Euh, ouais, qui est Ganvé-Velgem aussi raccourci. Voilà, les gens trouvent des solutions plutôt que de se plaindre et je trouve ça plutôt cool, plutôt bon esprit. Après, moi, il y a une question, c'est la question des pics de forme pour des coureurs type Alaphilippe, type Valverde notamment. C'est quel objectif viser? Si tu vises les classiques italiennes de début août, bah, tu ne pourras pas être archi performant sur le Tour de France. Et vice-versa, si tu fais la croix sur les classiques italiennes, que tu vas sur le Tour avec ton pic de forme, est-ce que tu seras assez performant, notamment pour Alaphilippe, qui va aller chercher les Ardennaises mi-octobre, même plutôt début octobre d'ailleurs, les Ardennaises. Voilà, ça va être compliqué. Il va y avoir des choix à faire et c'est pour ça
que je trouve ça hyper intéressant et que beaucoup de courses vont être très ouvertes, mis à part le Tour de France, je pense. Beaucoup de courses vont être extrêmement ouvertes parce que il y aura eu des choix stratégiques de pic de forme pour chacun des coureurs et on va savoir en fonction des objectifs de chacun. Tout le monde ne pourra pas tout viser et en ça, ça va donner des courses, je pense, très ouvertes, notamment en ce qui concerne les favoris. Des Mais en courses dans le plus, genre. Donc, Paul, ça va ça, être fou. tu penses vraiment que sur la Vuelta, ce que tu disais tout à l'heure, que la start list risque d'être moyenne, mais en fait, je pense que ça peut être totalement le contraire. Parce que tu vas avoir sur le Tour de France tous les énormes noms qui sont annoncés: Landa, Pogacar, Pinot, Bernal, Thomas, Froome, Lopez, Bardet, Uran, Quintana, Roglic, Dumoulin, Yates, Mas, Kruijswijk, Alaf, Bourman. Ça, c'est les noms qui sont sûrs d'aller sur le Tour de France. Après, sur le Giro, les grands leaders qui sont annoncés sur le Giro, tu as Fulsang, Carapaz, Nibali, Soler et Evenepoel. Et pour le moment, des coureurs qui ont annoncé qu'ils allaient sur la Volta, c'est Mas, Valverde, Aru, Formolo. Mais en fait, tous les coureurs qui sont sur le TDF, même que ce soit les énormes équipes d'Ineos et la Jumbo, quels intérêts ils n'auraient pas d'aller sur la Vuelta? C'est quasiment sûr en fait qu'ils vont aller sur la Vuelta vu qu'ils ne vont pas aller sur le Giro. Non, mais Ouais, t'as raison. ça se défend. Ça se défend. Parce qu'en Après, fait, c'est la tant mieux Volta pour est le Volta, quasiment hein. pas en. Il y a quasiment aucune course pendant la Volta, contrairement au Giro. Il y a Paris-Roubaix seulement, mais en fait, C'est ça, c'est Paris-Roubaix, seulement Roubaix. il y a que ça. Il y a que ça. Alors que le Ouais. Giro, lui, en face, il y a Liège-Bastogne-Liège, Liège-Bastogne-Liège, Amstel, Gand-Wevelgem, Tour des Flandres. ouais, c'est monstrueux. Et que bah, tu as la Flèche Wallonne qui a annoncé une semaine avant le Giro, mais en fait la Volta peut totalement profiter de ça. Et je pense que c'est même pour ça que la Volta a pris le risque de se dire bah, on va s'enchevêtrer avec le Giro parce que nous on se dit que de toute manière ils vont nous choisir et qu'il est hors de question qu'on aille déjà le 8 novembre. Bon, même si tu es, si t'es en Espagne, etc. Mais le 8 novembre en Espagne, alors en plus je crois que le parcours se passe principalement dans le nord de l'Espagne. Le 8 novembre, il va pas faire 30 degrés, hein. Donc aller jusqu'au 15 ou même au 22 en espérant qu'il y ait il y ait des frustrés pour le coup du Giro qui viennent sur la Volta, ce serait assez étonnant, quoi. Non, non, mais vous m'avez convaincu, les gars, hein. Cet écart assez important, mais avec le Tour de France et le fait qu'il n'y ait pas de grosses classiques, mis à part Paris-Roubaix. Mais on sait que ceux qui visent Paris-Roubaix ne sont pas les grands leaders qui visent les victoires, la victoire sur un grand tour, sur un des trois grands tours. Donc, ouais, on a peut-être une chance. Après, à voir à quel point les organismes seront fatigués, parce que, mine de rien, ils vont accumuler beaucoup de kilomètres en très peu de temps et aller pousser jusqu'au 8 novembre, surtout si la saison d'après commence aussi en janvier. Ça, on n'a pas d'infos, mais si c'est le cas, il va aussi falloir penser à de la récupération. Donc on verra pour la Vuelta. J'avoue qu'on est encore un peu dans le flou, mais en tout cas, ce qui est cool, et j'y pense encore, là, c'est cette journée du 25 novembre. Journée du 25 novembre, donc dernier contre-la-montre du Giro à Milan, 25 Paris-Roubaix. octobre. 25 octobre, pardon. 25 octobre. Dernier contre-la-montre du Giro à Milan, Paris-Roubaix en même temps et l'une des étapes reines de la Vuelta avec l'arrivée au Tourmalet. Je pense que là, on va vivre l'une des plus belles. Toi, tu dis que c'est sympa, moi, j'ai que deux yeux, hein. Ah, bah ouais, mais moi, j'ai que deux yeux, mais j'ai plusieurs écrans. Donc, je vais essayer de m'en tirer. Non, mais tu connais le contre-la-montre, tu le regardes d'un Ouais, œil et oui. puis les deux autres, tu t'y intéresses. Parce que bon, finalement, le contre-la-montre, même s'il sera décisif, parce que c'est un beau contre-la-montre et que c'est surtout la dernière étape, on se souvient en 2018 en 2018 ou en 2017. J'ai un trou sur le Giro où il y avait aussi un contre-la-montre à Milan où Thibaut Pinot avait perdu le podium notamment. Oui, Voilà, 2017. il y aura des choses, il y aura des choses à voir et ce 25 octobre, ça va être un sacré feu d'artifice. Il va y avoir, alors pour rappeler notamment ce qui est du calendrier français, c'est qu'il va y avoir la route d'Occitanie le 1er août. Il y aura le Mont Ventoux Challenge qui va être le 6 août, Trop suivi bien, mon de Ventoux 3 jours Challenge. du. Ouais, qui va être très bien parce qu'en fait, ils peuvent faire le Mont Ventoux Challenge avec enchaîner sur 3 jours le Tour de l'Ain, puis aller sur le Dauphiné. T'as même entre le Dauphiné et le Tour de France, tu as même potentiellement le Tour du Limousin, la Bretagne classique. Est-ce que vous pensez véritablement, on a eu ce débat notamment sur Twitter, euh, que les états de forme vont en pâtir aujourd'hui vu le calendrier qui a été mis en place, qu'il va y avoir véritablement des écarts, Pas Robin, en pâtir, mais Polo, vas-y, Polo, ouais. Bon, ouais, bah, j'y vais, j'y vais. Polo, allez. Pas en pâtir, mais je pense il va vraiment falloir faire des choix parce que les adversaires, enfin, si toi, t'es coureur et que tu vises Milan-San Remo et le Tour de Lombardie, par exemple,
et ben, il y a d'autres adversaires qui vont faire ce même choix-là et des adversaires qui n'auront peut-être pas d'autres objectifs plus tard dans la saison et Mais vice-versa Polo, tout aussi si le tu monde a vises des les Ardennes. objectifs plus tard Mais dans la c'est ça, saison. mais Personne c'est ne va ça. venir que pour San Bah, Remo. Donc, du non, coup, mais tu vois, un c'est comme Alaphilippe, d'habitude. un Alaphilippe, il pourra pas viser, alors qu'il peut le faire sur une saison normale. Là, il pourra pas viser d'être performant en Italie en début de saison. Il pourra pas viser d'être performant sur le Tour de France et également sur les Ardennaises après, Non, les comme il aurait trois. pu le Les faire, tu trois, vois. non. Les trois, non. Non, c'est soit C'est en tu ça que fais je dis qu'il y a des avant choix à faire. le Tour de France et avant, ou alors le Tour de France et après. Mais moi, je pense que ça reste faisable. D'habitude, quand tu fais de Milan-San Remo à Liège, ça dure plus d'un mois. Et ils le font. Donc Non, mais là, je pense que tu peux faire San Remo et le Tour de France, ou alors tu peux faire le Tour de France et les Ardennes. Après, c'est sûr que c'est tu ça. fais une Mais tu peux croix. pas faire les trois. Et, Non, les trois, non. Après, il y a c'est ça qui est un problème. quel genre de coureur, à part ouais, à la Philippe, mais quel genre de coureur vise notamment MSR, Lombardie, Tour de France et Ardennaise? Il y en a très très peu des coureurs Oui, tu dans as ce la Philippe, cas-là. Valverde. Non, mais À la voilà, Philippe, c'est ouais, surtout voilà. pour Alaphilippe que je pensais à ça, parce que si en Oui, plus tu voilà. rajoutes les mondiaux, etc., il ne faudra pas lui en vouloir s'il se rate sur quelques courses. Non. Et après, c'est plutôt limpide. Je pense notamment à Nibali. Nibali qui, à mon avis, va faire San Remo et Lombardie, puis qui après va tranquillement courir pour aller jusqu'au Giro. Et puis après, de toute façon, oui, ceux qui visent et les grands tours et les courses d'un jour de toute la saison, il y en a pas mille, évidemment. Mais j'ai quand même hâte de découvrir les programmes de chacun des coureurs. Ça, c'est vraiment la prochaine étape, je pense, avant cette rentrée. C'est de découvrir qui vise quoi, à quel moment, où seront les pics de forme de chacun, enfin, où seront les pics de forme Un truc, espérés de chacun. Et ça, pour le coup, j'ai hâte. Ouais. un truc qui va être difficile à gérer, je pense, pour pas mal de coureurs, c'est justement de ne pas arriver à fond sur les premières courses de l'année. Enfin, de l'année, c'est pas vraiment les premières courses de l'année, mais les courses de reprise, où en fait, tout le monde va avoir très très faim, mais certains vont devoir se réfréner en disant bah, voilà, je ne suis pas au top, c'est comme ça. Notamment ceux qui visent le Tour de France, qui ne vont pas arriver à 100% à Milan-San Remo ou au Strade Bianche, ou même sur le Dauphiné, et qui vont devoir se réfréner un peu alors que ça fait. Certains, ça fait quasiment un an qu'ils n'ont pas couru. Si on regarde quelques coureurs, il y en a une poignée qui n'ont pas couru en début d'année de janvier à mars, qui avaient stoppé leur saison en septembre ou octobre l'année dernière et qui n'ont pas couru depuis. Ça va faire quasiment un an qu'ils n'ont pas couru. Ou alors un garçon comme Alexis Villermoz qui avait abandonné sur le Tour l'année dernière. Pareil, ça va faire plus d'un an quand il va reprendre qu'il n'aura pas couru. Donc, pour ces garçons-là, ça peut être très difficile de se dire je reviens, c'est la reprise et je suis toujours pas au top parce que ça fait un moment qu'ils attendent. Le dernier élément peut-être qui est à mettre en exergue, c'est que habituellement on a une saison qui se déroule sur 7 mois et demi, en gros de mars jusqu'à novembre en gros, mais jusqu'à octobre pour ce qui est des dates habituelles. Euh, mais là, on va avoir un calendrier qui va être très très ramassé en 4 mois, donc forcément les pics de forme, on ne sait pas du tout, et je pense que les coureurs eux-mêmes vont découvrir où ils en sont. Il va y avoir des explosions ou au contraire des coureurs qui vont très bien gérer un long pic de forme. On ne sait pas du tout comment ça va se passer, mais ça va être intéressant. C'est en ça que ça va être ouvert. Ouais, juste pour terminer, c'est Vas-y, vraiment vas-y. ça que je trouve que ça va être vachement ouvert et que ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur qui va choisir telle course, etc. Parce que vraiment, il y aura des objectifs vraiment annoncés et où les gens ne vont vraiment pas se rater en fonction de leur pic de forme, etc. Et c'est peut-être moins sur les grands tours, mais en tout cas sur les courses d'un jour, ça va être et les classiques, ça va être hyper ouvert à mon avis. Et c'est pour ça que je pense que ce quart de saison va être génial, quoi. Après, au total c'est que 3 mois. Donc, bon, être au top pendant 3 mois, c'est pas vraiment possible. Mais je pense que tu peux être au top sur pas mal de courses, même s'il faudra faire quelques choix, bien sûr. Je pense que en étant autant ramassé, certains vont tirer à fond, vont utiliser à fond tout ce qu'ils ont, tirer sur les organismes et finir complètement cramé, mais en ayant été présent Ouais, c'est quasiment pour du ça. début à la fin. Je pense C'est qu'un pour ça Valverde, que il peut être quasiment là du début à la fin. mais voilà, et même à la Philippe, hein, il est tout à fait capable, quand on sait à quel point il est monstrueux du Tour San Luis jusqu'au Tour de France, et tu te dis, ok, le mec, il a déjà un long pic de forme sur les 2 dernières saisons, et puis en fait, tu te dis, bah, il est tout à fait capable, potentiellement, après on verra les choix qu'il fera, mais d'être très très performant, et pourquoi pas même d'être champion de France. Je ne sais pas, parce que ça, c'est la dernière question que je voulais vous poser, les gars, c'est que je ne sais pas si vous avez vu le communiqué de la Fédération française du cyclisme aujourd'hui, qui annonce que le championnat de France, qui devait se dérouler juste avant le Tour de France, donc sur le week-end du 21, Ouais, 22, 22-23, 23 ouais. août,
Mm. devait avoir lieu dans le Morbihan, donc à Plumélec. Et finalement, Plumélec, au Conseil général, ils ont dit bah non, on n'en veut pas dans le cadre de la gestion des bénévoles et tout. D'ailleurs, respectons, hein, mais après, ce n'est pas la partie de la France qui a été la plus durement touchée par le coronavirus, mais passons. Mais il y a eu une solution de repli dans la zone géographique. On ne connaît pas encore le nom de la ville, mais la FFC a dit oui, ne vous inquiétez pas, le Ça championnat sera de France Ploué, va bel quoi. et bien avoir lieu. Donc ça, c'est cool. Et donc, on attend avec impatience, Polo, la ville et potentiellement du coup le parcours, parce qu'on ne sait pas du tout quel championnat de France on peut avoir. Bah ouais, mais enfin, en gros, s'il y a une solution dans la région, c'est quoi? C'est Plouet, tu auras la Bretagne classique 2 jours plus tard, je crois. Euh, Bah Non, mais ouais, tu as des petits monts intéressants et tout, on ne sait pas. on va passer une grosse semaine autour de Plouay, je pense. Mais après, on manque encore d'infos, hein. C'est tombé aujourd'hui, aujourd'hui Complètement. Non, non. mardi 16. Donc on ne sait pas. Mais oui, ça sent quand même le Plouay à plein nez, quoi. C'est marrant de dire ça, d'ailleurs. Le Plouay à plein nez. Donc ouais, non, on ne sait pas, mais ce serait marrant. Ce serait marrant avec les championnats de France le week-end et la Bretagne classique 2 jours plus tard. Exactement. D'ailleurs, en plus, dommage pour Warren, mais il va devoir défendre son titre en Bretagne. Ça va être un. Enfin, dommage, non, au contraire. Parce qu'il n'est pas assuré de le garder, mais défendre son titre sur les terres d'Arkea Saint-Pic et sur les siennes notamment, ça Ah oui, risque c'est beau, d'être un moment très très fort. c'est beau. Robin, et ça, c'est un moment qu'on a envie de voir en tout cas. Pas toi, Robin? Si, si. Bah, et puis Arca, excuse-moi, je savais pas que tu me lançais. Non, si Arca en plus vient avec tous ses coureurs, ce qui devrait être le cas, en attendant de voir le parcours, mais imaginons qu'un Boigny puisse faire quelque chose notamment. Ils auront des armes pour garder le maillot de champion de France au sein de leur équipe et de le gagner de nouveau à domicile, c'est sûr que pour eux, ce serait fort. Après, en plus, il faut voir la sélection qui sera faite pour le tour, mais on peut imaginer que la victoire au championnat de France est généralement un billet pour le Tour de France. Donc voilà, pour eux, ce serait fort. Et à noter que quand on ne savait pas encore si le championnat de France allait être maintenu avant le Tour de France, Warren Barguil aurait pu être, je pense, je n'ai pas tout vérifié, mais aurait pu être le seul coureur à porter, en étant champion de France une seule fois, à porter le maillot bleu-blanc-rouge sur 2 Tours de France consécutifs. Ah, ça, c'est les petites infos. Voilà, C'est les les infos petites inside de infos. Robin, on se Voilà. régale. Non, c'est pas moi qui l'ai vu en premier, hein. J'ai lu ça quelque Oui. part et j'ai vérifié un petit peu, mais j'ai pas été jusque dans les années très très lointaines. Donc peut-être en plus que je dis quand même. Et voilà, pour terminer, après, sur ce calendrier, forcément, avec toutes ces enchevêtrements pardon, de classiques et de Giro, forcément, il y a un homme qui va pas mal manquer. C'est la dernière question que je voulais poser dans cette émission. C'est Peter Sagan qui a annoncé qu'il ferait le Giro, qui donc ne sera pas sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Robin, est-ce que toi, tu comprends ce choix-là? Pas vraiment. Moi, ça m'attriste beaucoup. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit, Polo? Je le vois en tout petit. Tu dis l'argent, Polo? L'argent, RCS. Sagan, Ouais. Sagan qui va sur le Giro plutôt que sur Roubaix et le Tour des Flandres. Ouais, C'est non, quand moi, même, ça m'attriste un peu, mais c'est fou, quoi. après, il pourra se défendre en disant qu'il a déjà gagné Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, mais je sais pas. Moi, j'avais envie de voir en admirateur de Peter Sagan, j'aurais aimé le voir remporter ces courses-là plusieurs fois et puis aller titiller les Bonnen et Cancellara qui ont gagné 3-4 fois. Et finalement, après, on sait qu'il est mentalement différent et qu'il a l'air aussi depuis 1 ou 2 ans lassé par le vélo. Et peut-être qu'il en a marre et qu'il a juste envie de voir des nouvelles choses. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas allé sur le Giro. Il aime l'Italie. Voilà, son choix, on va trouver 1000 façons de nous l'expliquer. Mais ça reste pas moins triste de savoir qu'on aura une campagne de classique flandrienne sans Peter Sagan, qui est souvent celui qui a animé les courses. Même s'il n'est pas tout seul, ça reste un des grands animateurs. Clairement. C'est dommage. Moi, pour résumer ça, Robin a tout dit, c'est vraiment frustrant et ça mériterait de savoir pourquoi, surtout. Voilà. Ouais, bon, Surtout si c'est après, pour aller faire les sprints sur le Giro. Ouais, bah, c'est c'est ça, ce quoi. qu'il dit en Le plus. maillot, le maillot Du cyclamède. coup, voilà, non, mais on le sait que des organisations et notamment RCS n'hésitent pas à rémunérer des équipes, à rémunérer des coureurs pour venir sur leurs épreuves. Ils le font peut-être Oui, pour. ça c'est toujours fait, mais bon, Sagan, il touche 5 millions par an. Mais Il a pas c'est besoin surtout de ça. que, oui, mais c'est surtout que c'est illégal et que
et qu'il y a tous les ans des rumeurs qui sont fondées, qui sont même plus démenties ou à moitié par les organisateurs, et que c'est un vrai problème parce que à ce moment-là, que l'UCI dise que les organisateurs rémunèrent certains coureurs pour venir sur leurs épreuves plutôt que sur d'autres. Mais nous, en tant que suiveurs, c'est clair que ne pas voir Sagan sur Paris-Roubaix, sur le Tour de Flandre, parce que ASO est en difficulté économique comparé à RCS et sur les négociations de contrat, c'est un peu attristant. Et c'est vrai que c'est des trucs à l'UCI qui se déroulent pas de manière très claire, qui sont des dossiers, je trouve, pas forcément parfaitement gérés de la Après, part de l'UCI. après on Alors n'a que pas Dieu sait que d'infos, j'aime donc beaucoup on, David on, Lapartien. Non, on n'a pas on bute, d'infos, hein. mais Polo, Oui, tu non, sais mais très bien on sait que ça on sait que ça existe. existe et que Peter Sagan n'est pas le seul à avoir ce genre de choix qui sont difficilement justifiables de sa part. Donc voilà, c'est assez étonnant. On termine sur ce petit coup de gueule collectif parce que je crois qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. Et puis les gars, Polo, on se retrouve très vite. Là, Ah, il n'y a y a pas de pas de quiz. coup, là. Non, il n'y a pas de quiz, les gars. Oh là là, Oh, 45 minutes que j'attends. ouais, mais vous savez quoi? Est-ce qu'on Vous serait voulez pas. la quiz? Non, mais Joseph, du coup, s'il n'y a pas de quiz, est-ce qu'on serait pas ce week-end ou le week-end prochain, là, juste avant que Robin revienne et qu'on reprenne les émissions en studio, est-ce qu'on serait pas un petit week-end quiz, là, comme on faisait un petit dimanche quiz ou un truc comme ça? Comme ça, on fera ça à ce Carrément. moment-là. Et là, on peut donner Du rendez-vous, on peut coup, leur dire bah, ce week-end ou le week-end prochain. Dimanche, moi, je suis pas là, mais on n'a qu'à se dire le dimanche d'après. Parce que. Mais Tu enfin, fais un voilà, comme vous barbecue, voulez. Polo, c'est sûr. Non, je suis chez mes grands-parents. Je suis chez mes grands-parents pour fêter mon anniversaire. Mais, Oh, ah oui, c'est vrai. mais d'ailleurs, 18 pourquoi juin. pas, mais 18 Hein, juin, 18 juin, bravo. voilà. L'appel du général de Gaulle. ah, l'appel Donc, du Polo. certains vont regarder l'émission le jour de mon anniversaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à le souhaiter dans les commentaires. Regardez-le en Non, donnant de non, mais l'amour. plus sérieusement, on peut envisager de faire un petit quiz Insta ouais, ce dimanche, un peu Carrément. en fin de Je suis journée ou chaud. le dimanche d'après. Et puis après, on Je reprend suis chaud comme d'hab. on reprend nos émissions classiques. Roue libre contre les rouleurs et on va recruter un nouveau membre de roue libre On a comme on perdu fait la dernière d'habitude fois, donc il dans la faudra communauté. On a perdu équilibrer de ça. peu, mais on va aller rechercher ce titre-là. Je compte sur vous. Bon, bah, du coup, à très Nickel. vite et on vous tient au courant sur tous nos réseaux. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne First Team Sport et à la chaîne aussi First Team. N'hésitez pas aussi. Et puis à très vite. Ouais, Ciao les bah rouleurs, écoute, gros bisous. très Merci à vite toi, même. Hein. Joseph. On va Ciao. vite revenir. Hein. Salut les gars. Bye. Très très vite. Ciao, ciao.